Les derniers à vous la souhaiter, c'est du fond du cœur. Une émission qui va être placée sous le signe des 32e de finale de la Coupe de France. Il y a eu 4 surprises à l'occasion de la rentrée des clubs de première division dans la compétition. Des clubs de première division qui se sont du reste pour nombre d'entre eux qualifiés dans la douleur. 32e placée sous le signe de l'esprit sportif puisque l'une des équipes qualifiées recevra, vous le savez messieurs, le carton bleu. Le carton bleu, c'est-à-dire qu'elle aura été jugée la plus sportive de ce tour par les arbitres et les délégués et qu'avec ce carton bleu, elle pourra, à l'occasion des 16e de finale, quel que soit le tirage au sort, recevoir sur sa pelouse. Quel que soit l'ordre du tirage au sort qui aura lieu mercredi. En fait, le carton bleu, Thierry, ça récompense un comportement général. Un match peut très bien être important, âpre, serré, tout ce qu'on veut, se dérouler dans un bon esprit. Et à la limite, il n'en est même que plus beau. Alors tout le monde apprécie les gestes de fair play, les attitudes positives qui valorisent le football. En voici quelques exemples maintenant recueillis dans le football du passé générique. Voilà, sous l'égide de la Fédération française de football, c'est quand même joyeux sourire. C'est quand même beau l'esprit sportif, hein, Ah oui, c'est beau, c'est des belles images. Alors on a déjà vu et revu, mais elles font toujours plaisir à voir. Et les critères qui viendront donc récompenser cela, le carton bleu, l'équipe qui aura le carton bleu, c'est très précis. On en reparlera en fin d'émission après avoir vu dans cette Coupe de France tous les matchs des 32e de finale. Mais auparavant, il y avait mercredi une journée de championnat, la 23e, une journée de reprise. Alors un faux pas pour le Paris Saint-Germain, un grand pas en avant, un coup d'éclat pour Monaco qui a commencé la soirée, qui l'a inauguré mardi à Martigues, à Philippouille, Christian Jean-Pierre. À l'initiative de la Fédération et de la Ligue nationale de football, les 20 arbitres de première division se sont retrouvés à Biarritz lors d'un stage de remise en forme d'une semaine. Sous la direction de Michel Vautreau et de Joël Quignou, les arbitres ont rechargé les accus dans la bonne humeur. On parle toujours des joueurs, rarement des arbitres sinon pour les fustiger, mais on oublie qu'également ils ont des grands problèmes, des problèmes musculaires, des problèmes physiques. Et là, le corps médical qui a procédé à un bilan dès l'arrivée de nos collègues, on dit qu'ils étaient pratiquement à la limite de l'explosion. Pour la première fois de leur vie, les hommes en noir ont été bichonnés comme de véritables joueurs professionnels. Et je crois qu'il arrive à un bon moment parce qu'on a quand même déjà pas mal de matchs dans les jambes depuis le début de la saison. Donc ça nous permet de bien recontracter, bien décontracter, bien reposer les muscles. Et en même temps, je crois que c'est vivifiant. On a le bon air ici en bas, on va courir sur la plage tous les matins et tout. C'est vraiment exceptionnel. « 23e journée marquée sur tous les terrains par une minute de silence à la mémoire de François Mitterrand. En match avancé, mardi soir, Monaco n'a pas fait de détails à Martigues. Premier but juste avant la mi-temps, centre d'Anderson, reprise de Chifo du plat du pied, 1-0 pour les Monégasques. Et deuxième but d'Enzo cette saison. En seconde période, les Martégaux vont sombrer. Contre de Lilian Thuram, 1-2 avec Madar. Thuram efface 2 défenseurs, frappe sur le poteau. Le ballon est rentré, 2-0. Et suite du calvaire de Martigues, 2 minutes plus tard, superbe ouverture de Madar, tête d'Anderson, reprise en demi-volée. Éric Durand s'incline pour la 3e fois de la soirée. Et ce ne sera pas la dernière. Sonny Anderson va réussir un doublé dans ce match. À 4 minutes de la fin, il est servi par Chifou, fin de corps, tir du pied gauche, sous les bras de Durand, 4-0. Martigues s'affole, Monaco et Anderson jubilent. Match des extrêmes au Parc des Princes où le PSG accueille la Lanterne Rouge Guignon. Youri Djorkaeff montre la voie en première période.
Un but superbe, un de plus pour le milieu de terrain parisien, le 8e depuis le début du championnat. L'intérieur du droit de Youri Djorkaeff est un modèle du genre. Boumnigel ne peut strictement rien faire. Juste avant la mi-temps, contre-attaque des Forgerons. Garcia lance Brunel. L'ancien Lensois se joue de la défense parisienne. Les Gognonnais arrachent donc un précieux match nul au Parc des Princes. La contre-performance à domicile du leader du championnat est une surprise. Elle mérite une explication à tête opposée. On n'a tout simplement pas été bon. On est tombé sur une équipe de Guignon jouant très bien le coup, très regroupée en défense, mais aussi sachant sortir et mener quelques contres dangereux. Donc à la fois une équipe du PSG très moyenne et une équipe de Guignon qui jouait très très bien son match. Metz-Le Havre et sourire retrouvé pour les Messins avec l'an 9, 38e minute, centre de Song, la défense havraise passe au travers, reprise de Pires, 1-0 pour les Lorrains. En deuxième mi-temps, les Havrais vont égaliser grâce à ce superbe coup franc signé Nicolas Huisman. Malheureusement pour les Normands, à 5 minutes de la fin du match, ils vont laisser filer le résultat nul. Tir de Ndiaye sur le poteau, Puget est à l'affût, 2-1. Joël Muller apprécie ce succès. On a réussi à retrouver le chemin de la victoire à Saint-Symphorien, ce qui fait plaisir forcément aux spectateurs et qui nous permet de continuer à espérer rester dans la compétition. Pour son retour au stade Abbé Deschamps, Bruno Martini est verni. Il est sauvé à 4 reprises par les poteaux ou la transversale. Blanc, Lasland, Sylvestre et Martins touchent du bois. Les Bourguignons trouveront la faille en seconde période. Lasland pour Diomède. L'ailier de la GIA trompe enfin Bruno Martini. Score final 1-0. Le scénario de ce match a sans doute plu à Gérard Depardieu. 4 poteaux au cours d'un match, c'est rare, très rare. Les hommes de Giroud ont fourni un grand spectacle. Pas de droit à l'erreur pour Bordeaux face à Guingamp. 24e minute, Istiol trouve Zidane. Tir de Zidane contré par Fournier. Hugues est lobé. 1-0 pour les Girondins. 8 minutes plus tard, Zidane fait une nouvelle fois la différence. Miali le fauche. Pénalty indiscutable sifflé par l'arbitre monsieur Garibian. Vitschge le transforme. 2-0. Les Bordelais respirent. Depuis que Guy Lacombe a pris en main la SCAN, ce club a retrouvé des couleurs. À Lille, sur ce corner de Mikou, Ferrier lobe Aubry et marque du même coup son premier but en première division. 7 minutes plus tard, nouveau corner de Mikou, cette fois-ci côté droit. Superbe tête de Charvet, score final 2-0. C'est la première victoire à l'extérieur des Canois. C'est un renouveau, je pense que l'entraîneur il a mis une base tactique. On essaie de l'appliquer le mieux possible. Pour l'instant ça marche. J'espère que ça va continuer le plus possible. Il y a eu 3-0-0 à l'occasion de cette 23e journée où vous avez vu du reste que les arbitres aussi se sont mis dans le bain, c'est le cas de le dire, pour être en forme pour la deuxième partie de la saison. 3-0-0 vous disais-je, Lyon-Lens, Rennes-Strasbourg, Bastia-Saint-Etienne alors que Nice-Nantes a été reporté. Voilà pour cette 23e journée. Ce qui nous donne au classement. Eh bien, Thierry, le Paris Saint-Germain a toujours 6 points d'avance sur son dauphin Lens. Et dans le haut du classement, Monaco revient désormais à la 5e place. Nantes 6e compte un match de retard face à Nice. Et ce match aura lieu mardi, donc après-demain, mardi 16 janvier, si le temps le permet, car il y a beaucoup d'intempéries à Nice. Dans la deuxième partie du classement, Cannes et Guy Lacombe quittent les places relégables. Cannes est 17e. En revanche, Lille, Guignon et Martigues sont dans une très mauvaise position. Voilà pour le championnat. Nous allons maintenant passer à la Coupe de France. Exactement, Pascal. La Coupe de France, donc c'était les 32e de finale. Et parmi les rencontres au goût particulier, il y avait un certain Marseille contre Marseille. L'OM, en fait, contre Andoum. Andoum, c'est un quartier de Marseille, Andoum. Une équipe de National 3. Elle rêvait évidemment de créer la surprise. On voit le reportage de Bernard Renaud. Conseil de guerre au PC d'Andoum, un restaurant marseillais du bord de mer. Sont présents ce jour-là le président Francis Di Giovanni, Robert Pey, le président délégué, Paul Viciano, le directeur technique et José Anigo, l'entraîneur, un ancien joueur de l'OM. Au menu, comment éliminer le grand frère ennemi, l'OM, c'est dur à avaler, un drame cornélien. L'OM, c'est l'OM, rencontrer l'OM, c'est beaucoup de plaisir, c'est beaucoup de peine, c'est un tout, quoi.
Francis Di Giovanni, 69 ans, c'est la mémoire, le cœur et le poumon d'un club dont il est président depuis 23 ans. Un club bâti au pied de Notre-Dame de la Garde, un club pas comme les autres. Ben, c'est vrai que nous sommes un club assez engagé, que quand nous arrivons sur un terrain, nous nous livrons à fond, mais nous nous livrons uniquement que pendant un match avec la passion de l'amateurisme. Je pense que si demain nous perdons notre passion, nous perdrons tout. Quartier sud de Marseille, le siège ou plutôt la maison d'Andoum, ambiance familiale à l'intérieur, des centaines de coupes, un bar, des retraités, des enfants, beaucoup de passion et beaucoup de chaleur humaine. Un concentré de Marseille qui cette fois laisse totalement insensible José Anigo. Si je peux les battre, je le ferai volontiers, sachant aussi que j'aurai peut-être un remords à la fin du match parce qu'il n'y aura plus qu'une équipe marseillaise qualifiée en Coupe de France. Ils posent pour la postérité. Dans la vie, ils sont géomètres, étudiants, pêcheurs ou sans emploi. Mais ils ont un point commun, ils sont andoumois. Et ça, à Marseille, c'est important. Important aussi de marquer rapidement en Coupe de France. C'est ce que va faire l'OM. 10 minutes de jeu à soir. Lance Libra qui fausse compagnie aux défenseurs andoumois. Pied gauche, 1-0. Laine de la couronne, le gardien de but andoumois est battu. Dur, d'autant qu'à ce moment, Andoum joue à 10. Rémi s'étant blessé dès la première minute. Mais les Andoumois, eux, ne sont pas abattus par ce mauvais départ. Et sans complexe, ils tentent leur chance. Jaillet de la gauche, petit filet. Ça repart pour les Marseillais. À soir, frappe du numéro 7 Marseillais. Mais de toute façon, Laine de la couronne était bien placé. Contre favorable pour Sorero sur la gauche. En retrait pour Aubanel. Au-dessus des buts d'Alonso. On passe rapidement d'un camp à un autre. Libra. Le voici, talonnade pour Ferrer. Ferrer dans les nuages. Les dernières secondes de la première période. Superbe occasion pour Andoum de revenir au score. Michel Floss sur la droite. Aubanel contré par Casoni. Jaillet sur la droite, mais frappe sans conviction de Jaillet. 1-0 à la mi-temps. Tout est encore possible pour Andoum qui, je vous le rappelle, joue en National 3. 65e minute, le tournant du match. Super percé de Cara. Cara est accroché par Casoni. Penalty pour Andoum et expulsion en prime de Casoni. Catastrophe. Michel Floss, l'ancien Marseillais, frappe trop mollement pour inquiéter Alonso. Andoum vient de laisser passer sa chance, d'autant qu'à 5 minutes de la fin de la rencontre, Marcel Bible, lancé par Hernandez, ajoute un second but. C'est fini. Andoum sort par la grande porte, mais l'OM revient de très très loin. On s'en doutait un petit peu, mais depuis hier soir, on en est maintenant certain. La bonne mère n'est pas andoumoise, mais marseillaise. En tout cas, bonne semaine pour l'Olympique de Marseille, Coupe de la Ligue plus Coupe de France. Ça va bien pour les coupes du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est la D1 que l'on vise sur les portes du stade Vélodrome. Une page de pub et on revient. De la Coupe de France, toujours les rencontres entre clubs de première division. Il y avait 2 matchs, Monaco-Lens et Lyon-Auxerre. On commence par Monaco-Lens et Philippe Huy. Terrain lourd, ambiance confidentielle. Cela explique peut-être qu'il ait fallu attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour voir ce Monaco-Lens devenir intéressant. Dehu a hérité d'une belle occasion, tir trop croisé. Le milieu lensois devine qu'il est passé tout près de ramasser le jackpot. Les Monégasques ont dominé pratiquement toute la rencontre, mais c'est à la dernière seconde qu'ils sont les plus dangereux. Reprise de Chifo, super réflexe de Varmuz. 0-0 et punition d'une demi-heure supplémentaire pour tout le monde. Apparemment, on se prépare même pour la séance des tirs au but, mais 107e minute, ballon profondeur de Petit, Ikpeba s'est bien engagé, il évite la sortie de Varmuz avant de glisser le ballon au fond des filets nordistes. 1-0 pour Monaco. Les Monégasques confirment leur retour en forme à l'image de Victor Ikpeba, toujours aussi rapide et efficace. Le Nigérian devait disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Son pays a déclaré forfait, c'est Monaco qui en a profité. Lyon-Auxerre, et les Auxerrois s'en sont vraiment bien tirés sur la pelouse de Gerland, puisque la domination a plutôt été lyonnaise, mais c'est Coquard qui place la balle dans le but lyonnais à la 31e minute. Ce sera le seul but du match. Bel exploit personnel de l'ailier droit de l'AJ Auxerre et le ballon qui passe entre les jambes de Pascal Olmeta. Auxerre tirera aussi sur les poteaux, mais il n'y aura qu'un seul but. Vous avez signalé, Thierry, hier, vous avez dit avec Jean-Michel Larquet pendant le match en direct qu'en championnat, déjà lors de la 9e journée, Auxerre avait gagné à Lyon 1-0. Pareil. Donc c'est la même chose, sur un contre comme ça. Et puis les Auxerrois ont été quand même particulièrement chanceux sur une action en fin de match. C'est même du jamais vu, je crois. C'est du jamais vu. Une action exceptionnelle qui s'est déroulée, il restait une poignée de secondes, 88, 89e minute.
Regardez un petit peu ça. C'est d'abord la tête de Gava, bam, lucarne. Roche reprend, bam, lucarne de l'autre côté. La balle va parler, tire sur le côté gauche, récupérée par Bélizy. Bélizy va centrer, échange de ballon, mauvais dégagement. La balle va parvenir à Sassus dans l'axe du but. Et tranquillement, du plat du pied, il joue bien le coup, bam, lucarne de l'autre côté. Absolument incroyable, le tout en moins de 30 secondes. C'est incroyable, quoi. Enfin, moi, personnellement, je n'avais jamais connu ça. 3 barres en 15 secondes, vous vous dites qu'il y a quelque chose, quoi. Enfin, vous commencez à vous demander s'il n'y a pas quelque chose contre vous, quoi. À la limite, on peut se poser des questions. Dans nos têtes, c'est difficile parce qu'on se dit que si ça rentre pas maintenant, ça rentrera jamais. Je crois que c'est la seule chose à faire, organiser un pèlerinage à Lourdes. Je ne sais pas si ça suffira, mais c'est peut-être ce qui va nous faire marquer des buts. Giroud, avec l'arbitre, ils peuvent se faire le pèlerinage ensemble. Dans la vie, j'estime que j'étais quelqu'un d'assez chanceux. Alors, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que je fasse un grand pèlerinage, vous comprenez, quand je m'occuperai plus de football. On mettra une caméra et puis ça fera un reportage intéressant. Alors Lyon et Lens, ça fait déjà 2 équipes de première division au tapis. C'est normal qu'il y ait du dégât, vous me direz, puisqu'elles jouaient contre d'autres équipes de première division. Ce qui est beaucoup plus étonnant en revanche, c'est qu'il y avait 5 confrontations D1, D2 entre première et deuxième division, et que c'est la deuxième division qui l'a emporté, 3 qualifications contre 2. Alors on regarde les surprises, le meilleur pour la fin, en fin de compte, dans cette émission. Et on va d'abord voir les matchs aux résultats logiques, en commençant par Cannes, direction Cannes, Cannes-Perpignan, D1, D2, résumé Vincent Hardy. 1 minute de jeu à peine hier soir au stade de la Boca et les Cannois ouvrent la marque grâce à Ferrier à la première minute donc. 16e minute, tête de Lambourde sur un centre de Bédrossian. 2-0 donc après un petit quart d'heure de jeu. Cannes assure déjà sa qualification pour les 16e. Ce n'est pas terminé. 40e minute, Compan ajoute un 3e but pour les protégés de Guy Lacombe. Perpignan revient en score juste avant la pause grâce à Camadini sur ce ballon relâché par Le Maçon. En seconde période, Cannes accentue son avantage dans un premier temps grâce à Marquet suite à ce joli exploit personnel. Regardez, c'est somptueux. Cannes ajoute même un 5e but par Yohan Mikou à la 90e minute, qualifié en Coupe de la Ligue, victorieux pour la première fois à l'extérieur en championnat la semaine dernière, c'était à Lille. 1996 se présente plutôt bien pour la AS Cannes. Nous allons voir maintenant, toujours concernant la logique, autre rencontre D1, D2. C'était le match un petit peu bizarre entre le Paris Saint-Germain et Châteauroux. C'était Michel contre Denisot. Oui, tout à fait. Michel Denisot est né il y a 51 ans à Saint-Genou, dans l'Indre, dans la banlieue verdoyante de Châteauroux. Hier soir, le club de son cœur, la Berrichonne, rencontrait donc le Paris Saint-Germain. C'est l'occasion d'aller sur les traces du pays de Michel Denisot, là où il jouait au football il y a 30 ans. À 5 km de Châteauroux, un stade aujourd'hui délabré, c'est ici, en 1963, que Michel Denisot joue dans l'équipe junior de l'US Saint-Maur. 2 anciens coéquipiers se souviennent. Il jouait milieu de terrain offensif, et quand on arrivait à la fin de match, il était vraiment fatigué, usé par les 80 minutes du début du match. Michel, avant tout, était un garçon très simple, très modeste, qui se fondait bien dans le groupe. Et sur le plan footballistique, il se trouvait dans la moyenne des joueurs de l'équipe. Au lycée Jean Giraudoux, à Châteauroux, Michel Denisot achève ses études. Où il faisait très vieux à l'époque, à moins qu'il ne fasse très jeune aujourd'hui. Mais son visage, c'est une évidence, a peu changé et il porte déjà une cravate. Dans les années 80, Denisot prouve une nouvelle fois son enracinement à sa région natale. Il devient conseiller municipal à Saint-Genou et s'en explique au micro de Bernard Ronan. Je pense qu'il faut toucher à tout et qu'en plus ça peut être éventuellement un atout parce que dans une seule discipline on peut lasser nous-mêmes aussi les téléspectateurs et en ayant plusieurs cordes à son arc ou en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier parce que je suis de la campagne, c'est peut-être un atout, oui. Michel Denisot a alors 35 ans, il vient de résumer sa philosophie professionnelle. Il faut toucher à tout. Toujours proche de la Berrichonne de Châteauroux, avec un autre enfant du pays, Gérard Depardieu. La Berrichonne. Denisot devient en 89 président du club. Il y restera 2 ans jusqu'à sa prise de fonction au Paris Saint-Germain. Depuis, Denisot vit en direct les matchs de Paris et par téléphone ceux de Châteauroux. Hier soir, France Télécom avait perdu un client. Au Parc des Princes, Châteauroux est en blanc, le PSG dans ses habituelles couleurs et après 4 minutes, un coup franc de Génération
Colletter, Loco, Deli Valdés, Djorkaeff à 20 mètres et de 2. Deuxième but superbe dans sa conception et dans sa réalisation. Djorkaeff hier soir a été le meilleur parisien. 38e minute. Châteauroux dangereux avant cette contre-attaque et qui trouve ici l'ouverture par Muratti à la 38e minute. PSG 2. Châteauroux 1 et la particularité d'Edwin Muratti, il est au PSG, il appartient au PSG et il est cette année prêté à Châteauroux. Un seul but en deuxième période, il est marqué par Loco à la 63e minute. Loco marquera d'ailleurs un dernier but refusé pour hors-jeu alors que l'on revoit ce troisième but. 3-1 score final, la fin de la rencontre avec Michel Denisot qui ne pouvait qu'applaudir. Michel, ça n'a pas été trop dur? Bon, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai vu un bon match. Je crois que bon, le PSG n'est pas encore au top. C'est un peu mieux contre Guignon, il y a encore beaucoup de boulot. Je crois pour retrouver le niveau qu'on avait en championnat avant les fêtes. Et puis Châteauroux a donné une très très bonne image et je suis très content pour eux. Je dirais que sur la deuxième mi-temps, bon, PSG a quand même plus la maîtrise que nous. Je crois qu'on a raté le coche peut-être en première mi-temps. Et pour terminer, l'hommage de tous les supporters de Châteauroux à celui qui a été leur président de 1989 à 1991. Des nouvelles du Paris Saint-Germain qui joue toujours sans ses deux grands absents, Ngoti et Roche. Eh bien, Alain Roche a rejoué, c'était vendredi soir, avec la Nationale 2 au Lila. Et ça s'est bien passé. Et Ngoti est en cure. Oui. Ngoti est en cure. On continue à dérouler la Coupe de France. D1 contre National 1 à présent. C'est l'ancienne 3e division, la Nationale 1. Donc 2 divisions d'écart entre la D1 et la Nationale 1. Il y avait 3 confrontations. Les 3 ont tourné à l'avantage du club de première division. Mais à chaque fois dans la douleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir. Résumé à Saint-Leu, Valenciennes et Brest de Marianne Macot, Christian Jean-Pierre et Hervé Matou. Déplacement inquiet de Lille en blanc à Saint-Leu-la-Forêt en bleu. La saison dernière, le club de N1 avait irrémédiablement marqué l'histoire insolite du football en éliminant Nantes en 16e de finale. 0-0 à la mi-temps, on atteint les 20 dernières minutes. Le Venard pour Lille part sur l'aile. Il temporise et lance Patrick Collot. Un petit crochet, Lafchin se précipite vers lui et M. Bonichon, l'arbitre, donne immédiatement un pénalty aux Lillois. Collot ne rate pas cette chance d'emporter le match, c'est fait, un seul but à 0. Nous, on a fait avec les moyens du bord, surtout qu'on a 9 blessés, 9 joueurs titulaires. Donc, ben, écoutez, nous, on va retourner dans notre train-train du championnat. Après avoir voyagé en taxi pour cause de brouillard sur l'Alsace, les Strasbourgeois sont cueillis à froid à Ningesser sur ce centre de Rémy. Superbe tête de Dufresne qui trompe Wenzel. 1-0 pour Valenciennes qui jouait hier soir devant plus de 8000 personnes. Les nordistes dominent, mais les Alsaciens en contre sont dangereux. Franck Leboeuf, une bonne balle pour Zitelli et son pied gauche qui remet donc le Racing sur le droit chemin. 1-1 score à la mi-temps. En seconde période, les nordistes, avec notamment Rémy et Dufresne, obligent Wenzel à sortir à plusieurs reprises le grand jeu. Le club de Valenciennes en liquidation judiciaire depuis vendredi ne veut pas mourir. Weber capte ce coup franc de Sauzé. 1-1, il faut donc en venir aux prolongations. Durant cette prolongation, Marc Keller est fauché dans la surface de réparation. Penalty sifflé par Monsieur Sars. Penalty transformé par Franck Leboeuf. Score final 2-1 pour Strasbourg. Wilfried Goel, l'ancien Valenciennois, est bien sûr très ému d'avoir joué hier contre son ancien club, a priori appelé à disparaître. Retrouver tout ce petit monde qui m'est cher ici, ça fait du bien de les retrouver. Et c'est dommage de les retrouver dans un contexte un peu difficile. Mais j'espère que dans les prochaines semaines, ça va vite être réglé et qu'on puisse enfin aider un petit peu Valenciennes. Il est 17h au siège du Stade Brestois 29. Denis Guavec et ses joueurs s'imprègnent une dernière fois de leur adversaire du soir, l'OGC Nice. Un gros morceau pour Brest, 14e seulement en National 1. L'équipe de Nice, avec des Tizi dans les buts. Vous avez vu, c'est un grand gardien, 1m87, droitier, long dégagement. Massio, latéral droit, c'est un garçon d'expérience, costaud. 1m80, bon joueur de tête, bonne frappe de balle du pied droit. Et on n'a pas la pression, nous les gars, hein. C'est eux qui l'ont. Hein. Et nous c'est bonus, tu vois. Tranquille à pomme, venez en tout cas. Et Bléno a battu Bastien.
Les nouvelles vont vite, Blénaud a effectivement battu Bastia et il ne déplairait pas aux Bretons de rappeler à la France entière que Brest fut il y a quelques années une place forte du football français. Il fait un temps, avouons-le, plus brestois que niçois et ce sont justement les Bretons qui vont se créer la première occasion. Bertrand Lamoureux se retrouve face à Letizy, il est déséquilibré, Monsieur Ruffray ne bronche pas. Il estime que l'intervention de Massiot et Letizy n'est pas illicite, à vous de juger. En tout cas, Denis Gouavec, l'entraîneur brestois, qui suspendu de bande touche était dans les tribunes et bénéficiait d'une vue plongeante, n'était pas vraiment d'accord. La réaction des Azuréens ne se fait pas attendre. Mangione prolonge pour Chaouch. Le Marocain face à Maté, accroché. Et cette fois, vous l'avez compris, Monsieur Ruffray a sifflé. Penalty pour Nice, une sanction dont va se charger Yves Mangione. 1-0 aux grandes dames du président Michel Gesta que l'on a aperçu sur le banc de touche et de Denis Gouavec toujours dans sa tribune. 1-0 c'est le score à la mi-temps vestiaire. L'équipe qui remportera le plus de duels qui va gagner ce match-là. Un but d'écart, c'est rien. C'est rien mais c'est aussi beaucoup même si les Brestois pressent leur adversaire niçois. Le Busulier sur le côté droit pour Bouloir. Ballon dans le trou pour Buzaré. Frappe de Buzaré légèrement trop croisée. Et ce supporter que vous venez d'entendre, c'est le père de Corentin Martins, l'Auxerrois, qui a fait ses débuts à Brest. Comme énormément de bons joueurs français, les Brestois continuent de pousser un long centre. Letizy a hésité, Boucra. Letizy sauve et le Busulier arrive trop tard. C'était effectivement un ballon de but et le temps tourne. Il faut faire vite côté brestois. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Bertrand Lamoureux, le dernier ballon pour Brest. Petit festival de Lamoureux qui parvient à centrer la tête de Le Busulier. Cette fois, ça y est, Brest égalise. C'est du délire au stade Francis Leblay, un partout. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas volé. C'est du bonus, encore 30 minutes de bonheur. Éclatez-vous. 30 minutes et même plus car la prolongation ne donnera rien. Séance de tir au but. Le Busulier, le buteur du match, voit son tir repoussé par Letizy. C'est ensuite Anjou qui expédie le ballon dans les nuages. Les nerfs ont craqué. La belle aventure se termine. Letizy au passage trouve la lucarne de son concurrent direct. 4 tirs au but à 3. Nice est qualifié. Les joueurs saluent les 6000 spectateurs du stade Francis Leblay. À la question le foot a-t-il encore un avenir à Brest, ils ont répondu oui. Alors vous avez vu la rencontre entre Valenciennes et Strasbourg. Valenciennes a été placée en dépôt de bilan. C'était peut-être le dernier match officiel que jouaient les Valenciennois, les jeunes Valenciennois qui ont fait honneur à leur maillot sur la pelouse de Ningesser. Pour rendre hommage un petit peu à ce club, eh bien, il y aura un autre match cet après-midi que disputera le Variété contre les anciens de Valenciennes, une équipe du Variété au grand complet avec notamment Platini qui reviendra à Ningesser presque 15 ans après. Son dernier match là-bas était en 1982. Eh bien, je pense que vous devriez tous y aller car la recette sera partagée entre les équipes de jeunes et la Fondation Platini. C'est un match, en tout cas, que je vous recommande pour cet après-midi. On en vient aux rencontres entre D1 et National 3. Il y en avait 8, 7 d'entre elles se sont terminées par une victoire du club hiérarchiquement supérieur, c'est-à-dire le club de D1. Il y a eu une énorme surprise, elle nous est venue de Blénaud contre Bastia. On verra ça en fin de parcours, mais on commence, Pascal Pro, par la rencontre entre Passy et Montpellier. Et il y a eu une avalanche de buts, non pas dans cette rencontre, puisque nous allons débuter par le match qui a été quand même le plus difficile pour une équipe de D1, celui de Montpellier, qui jouait donc à Passy-sur-Eure. Passy-sur-Eure, ça se trouve en Eure-et-Loire, c'est près de Dreux. Montpellier, bien sûr, va jouer en bleu, alors que l'équipe de Passy jouera en blanc. Il y avait hier soir 7000 personnes à Passy et après 12 minutes, c'est Sanchez qui ouvre la marque pour Montpellier, 1-0. Une excellente occasion des joueurs de Passy à la 29e minute avec une barre transversale. Un but partout. À la 86e minute, Risetto donne l'avantage définitif à l'équipe de Montpellier qui mène donc 2-0 et l'équipe de Passy qui donc ne jouait pas sur sa pelouse mais qui avait fait le voyage à Rouen revient au score à la 89e minute, un but de Bazir. Nous écoutons le coach de Passy-sur-Eure. Une ambiance comme ça avec une équipe de D1 en Haute-Normandie, surtout à Rouen, ça fait plaisir. Et puis ensuite, on a complété la fête sur le terrain, je pense, en relevant,
en ayant la comparaison face à cette équipe de Montpellier. Coup de chapeau à Charnay, club de National 3 qui a fait douter Metz pendant plus d'une heure, même si c'est Pouget qui ouvre le score sur ce coup franc d'Isaias à la mi-temps. Donc 1-0 pour Metz. Les Charnaisiens vont égaliser à la suite de cette action collective. Un tir terrible de Pobel qui ne laisse aucune chance à Songo. Un partout. Les Lorrains vont quand même réussir à faire la différence en fin de match, grâce notamment à Pires et à cette pichenette très astucieuse. 2-1 pour Metz. À 10 minutes de la fin, Ndiaye marque sur ce coup franc du gauche somptueux. Score final 3-1. Charnay tombe la tête haute. Faire douter le deuxième de championnat de première division, je pense que c'est un exploit pour mon équipe. Surtout qu'en plus, on a égalisé et je pense que vraiment pendant un quart d'heure, ils ont douté, quoi. Le stade Montréal à la flèche en effervescence pour la venue de Martigues et ça part plutôt bien pour les joueurs de la flèche puisqu'à la 12e minute de jeu, Rodriguez en position favorable grille la défense martégale et trompe Durand par ce joli lob. Il est content, on le comprend. La flèche, à ce moment-là, croit réellement à l'exploit. 26e minute, coup franc de Franck Soler pour Martigues, un ancien pensionnaire du centre de formation de l'AJ Auxerre, et c'est lui qui égalise. Un partout, c'est le score à la pause. Deuxième période, 63e minute, Soler donne l'avantage au club de première division. Martigues s'impose finalement 3-1. C'est ici André qui marque contre son camp. À Bourges, Salbris, club de National 3, a tenu une mi-temps face au Havre. Le club du Loir-et-Cher encaisse son premier but à la 52e minute. Un centre de Lagrange, une jolie tête de Stéphane Sanson qui trompe Jean-Luc Baucher. Les Normands ont fait l'essentiel. À un quart d'heure de la fin, ils assurent définitivement leur succès sur cette frappe lointaine de Nicolas Huisman. Le score final sera de 3-0 puisqu'à la 83e minute, Caveglia obtient un penalty. C'est le buteur normand qui va transformer lui-même la sentence. Pas d'exploit pour l'AS Salbris, mais l'aventure méritait d'être vécue. Je pense que le score est sévère par rapport à ce que nous avons produit sur le match, mais je pense que c'est une expérience enrichissante pour notre club, pour l'équipe, pour les joueurs, et je suis un petit peu déçu que mes garçons n'aient pas au moins une fois concrétisé, ils l'auraient mérité. Pont-de-Roide en vert tient pendant une demi-heure face à Bordeaux lorsque Witzke ouvre le score en battant Frédéric Dobrage, l'ancien gardien de but de Sochaux, où se déroule le match d'ailleurs. Dobrage est devenu un pressario de joueurs, certains jouent à Bordeaux. 2 minutes après leur but, les Bordelais encaissent celui de Clerval. Égalisation, un partout, les joueurs de Pont-de-Roide se prennent à rêver, malheureusement pour eux, 6 minutes plus tard la fébrilité les gagne et Castan redonne l'avantage aux Girondins 2-1. La série est en marche, 40e minute, 3-1 pour Bordeaux grâce à ce but d'Istiol, c'est le score à la mi-temps. 9 minutes après la reprise, 4e et dernier but pour Didier Tolo, 4-1 pour Bordeaux. La logique était respectée, mais je suis un petit peu déçu du déroulement parce que je crois qu'à un moment on a été peut-être nonchalant, on a manqué de cette envie, de cette niaque qui est nécessaire en Coupe de France pour faire douter. Dans un stade Geoffroy Guichard quasiment désert, il n'y avait que 3300 spectateurs. Saint-Étienne n'a connu guère de difficultés pour s'imposer face à Saintes. 17e minute, c'est Timothée qui ouvre le score pour les Verts, 1-0. C'est également le score à la mi-temps. L'Avalanche en deuxième période, 1-2, Moravchik, Timothée, 2-0 grâce à Lubomir Moravchik, le capitaine stéphanois. 63e minute, Sandjak est parti. Et 2-3. Hervé Leboeuf, le gardien de Saintes, n'est pas au bout de ses malheurs. 68e minute, c'est Timothée qui grille la politesse à la défense de Saintes et qui marque le 4e but stéphanois. Il y en aura un 5e, il est l'œuvre de Bastou, entré en cours des jeux, belle frappe de 18 mètres et sacrée soirée pour le gardien de Saintes, Hervé Leboeuf. Dès qu'ils ont commencé à mettre le deuxième, on s'est relâché. Et je crois bien que physiquement, on était à bout, quoi. Et ensuite, bon, le feu d'artifice a commencé. Et j'ai eu la chance de sortir quelques-uns pour éviter la casse. Non, mais c'est un super souvenir, je veux dire. Bon. C'est bien, il faut garder le moral. Et c'est vrai que pour ces joueurs,
Ces 32e, c'est forcément un beau souvenir. Division 1, National 3 toujours. Alors après ce 5-0, il y a même eu encore mieux de la part de Nantes, Pascal Pont. Oui, et Nantes qui s'était fait piéger l'année dernière par une équipe de National 1, en l'occurrence Saint-Leu. Cette fois-ci, Nantes ne s'est pas fait piéger, opposé à Saint-Quentin, une équipe de l'Aisne en Picardie. Et il y avait hier soir 9000 personnes à Saint-Quentin et le match se déroulait bien à Saint-Quentin cette fois. Nantes, bien sûr, dans ses habituelles couleurs, jaune et verte. L'équipe de Saint-Quentin est en blanc. Et le premier but de cette rencontre, il va falloir attendre la demi-heure de jeu, précisément la 27e minute, pour voir l'ouverture du score. Un ballon qui est au milieu du terrain, dans les pieds de Pedros, qui va revenir au centre, et c'est une tête de Lepay, un jeune joueur du centre de formation. 1-0, c'est le premier. Tout va se jouer en 5 minutes puisque Kozeki, à la 30e minute, marque le deuxième but et Kozeki a coupé ses cheveux. Et 3 minutes plus tard, encore Kozeki pour le troisième but. 3-0. Nous sommes toujours en première période. Un revenant, Gourvenec, qui va transformer un pénalty à la 41e minute. Nantes mène 4-0. C'est également le score à la mi-temps. En deuxième période, l'avalanche de buts se poursuit. 55e minute. Perlade, bien seul, de la tête. 5-0. 78e minute à présent. Et de nouveau Gourvenec. Un lob malin, 6-0. Les joueurs de Saint-Quentin vont sauver l'honneur grâce à Dobrinski. Ouf, 6-1. Mais 6-1, ce ne sera pas le score final. Puisque Nantes ajoute un dernier but par Renou. 7-1, nous écoutons Jean-Claude Suédo. Vous savez, lorsque vous êtes sur un 32e chez l'adversaire, quel qu'il soit, on le prend d'abord en considération, bien avant. Et puis qu'au moment du match, il y avait la qualif. Bon, contrat rempli, et c'est très bien. Contrat rempli. Il y avait 2 Cendrillons dans cette 32e de finale de Coupe de France, 2 clubs de DH, Marieno qui recevra Dijon cet après-midi à 14h à Forbach, et puis Nozay qui recevait Thouars hier soir. C'est une petite ville, Nozay, entre Rennes et Nantes. C'est donc un club de DH. Et Thouars, c'est une équipe de National 1. Alors le reportage de Vincent Hardy à Nozay. Samedi très particulier pour Nozay, bourgade de 3000 habitants en Loire-Atlantique, à mi-chemin entre Nantes et Rennes, mais aussi et surtout club de division d'honneur amené à jouer les 32e de finale de la Coupe de France. Voici Roland Duflé, première version, il est le patron du Yearling, le bar du club. Les supporters paradent dans les rues qui mènent au stade. Bref. C'est la fête au village, c'est un événement historique pour nous. Et on croit toujours à la chance, pourquoi pas. Il n'y a pas énormément de différence et sur un match chez nous, on peut tout battre. Voici Roland Duflé, deuxième version. Il est le speaker de la rencontre. Amis sportifs, bonjour. Allez, pour Mika, les gars, pour Mika qui nous fait sur pour lui, les gars. Pensez à lui. Hein. Avant le coup d'envoi, les joueurs de Nozay ont une pensée pour leur camarade Michael Humeau, opéré des ligaments du genou. Il est donc absent. 2 à 3 000 spectateurs ont pris place et c'est justement Nozay qui se crée la première occasion par Sébastien Labbé, celui-là même qui avait marqué les 2 buts de la qualification au tour précédent. Thouars, pensionnaire de la Nationale 1, soit 3 divisions au-dessus, relève la tête grâce à Beno qui trouve le poteau pour la plus grande joie des supporters nozéens. Thouars toujours devant, 28e minute. Grégoire en possession du ballon. S'ensuit un long cafouillage dans la surface de Nozay, mais le score, lui, ne bouge pas. Toujours 0-0. Ouf. 42e minute, Thouars met la pression. Saboureau, il porte bien son nom. Il glisse le ballon entre le gardien et le poteau et ouvre le score. Mais Nozay n'a pas dit son dernier mot.
Le négatif, les mecs, on évacue. Le positif, on le retient sur la deuxième mi-temps. Allez. Silence, les mecs, silence. C'est reparti pour la deuxième période. Frédéric Ménien, le gardien de Nozay, sauve superbement les siens sur 2 coups de tête à bout portant. Nozay n'abdique pas, Sébastien Labbé a la balle d'égalisation au bout du pied à 2 reprises. Là, ce n'est pas cadré. Et sur le coup franc, Astier détourne et évite le corner. Son vis-à-vis Frédéric Ménien n'est pas en reste et brille devant les caméras. Mais à la 83e minute, il ne peut rien sur ce tir de Péjohan. Thouars se qualifie 2-0 et accède pour la 2e année consécutive au 16e de finale. Il faut rendre hommage à Nozay qui a joué un match on ne peut plus méritant. Et on a dû batailler ferme pour gagner ici. C'est une bonne victoire, c'est une 2e participation consécutive au 16e de finale. Je pense que pour la ville de Thouars, le club de Thouars, c'est extraordinaire. Nozay n'a pas tout perdu et garde à l'image de cette chenille le sens de la fête. Elle a été longue hier soir. On a pu rêver pendant 3 semaines, c'était fantastique. On a fait rêver toute une commune. On a tous espéré au 16e de finale. Pendant ce temps, les joueurs de Thouars célèbrent leur qualification. L'an passé, ils ne s'étaient inclinés que 2-1 face au Havre en 16e de finale. Ah, ça, c'est la coupe, c'est la coupe. Une page de pub et on revient pour les surprises. Ce sera donc après la pub. Sida. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont presque plus de limites, en fait. Donc, ce que je leur dirais, moi, c'est dans ce domaine-là, d'avoir des limites, de ne pas faire n'importe quoi et de se protéger, tout simplement. Achetez le t-shirt Le foot contre le sida par téléphone au 36 68 75 76 ou par Minitel 36 15 code TF1. Solidarité Sida, des jeunes contre le sida. Sportifs en général et le football en particulier se doivent de participer à la lutte contre ce fléau. Je vous le disais, on en vient aux surprises. Tout d'abord, lors des matchs entre Division 1 et Division 2, il y a eu 3 victoires de la D2. Frédéric vous le disait à l'instant. Les héros se nomment donc Nancy, Niort et Valence. Valence qui est allé gagner à Guignon. Guignon, montage de Bruno Demange, commentaire de Marianne Macot. C'est un néologisme. Oui. Seulement 1200 personnes à Guignon pour recevoir Valence en Coupe de France, malgré le bon résultat du club contre le PSG en championnat mercredi. Guignon en jaune commence par menacer sur cette reprise d'Amara Traoré, et puis dans la foulée avec ce coup franc tiré par Correa. Là, pas trop de danger, ça arrive directement dans les bras de Yazmadjan. Mais Valence démontre vite beaucoup plus de motivation que son supérieur hiérarchique. McDonald glisse à Ndiefi. But pour Valence, 1-0 après 22 minutes de jeu. Et ce n'est pas fini, 7 minutes plus tard. Même résultat au bout de cette action un peu confuse. C'est presque un but contre son camp. On l'attribue tout de même à Ndiefi. 2-0 pour Valence à Guignon. C'est le score au moment de la pause citron. Guignon tente un retour gagnant avec Trivino et Traoré. Là sur la route, il y a Yazmadjan. Joli arrêt. Valence tient sa qualification, pour l'instant il la tient, 2 buts d'avance. Et Quevedo tente encore un tir lointain, et joliment tiré. Guignon s'obstine, Brunel lance une fois de plus vers Amara Traoré, mais sans succès. Et enfin, 68e minute, Guignon réussit ce qu'il cherche à faire depuis le début, marqué grâce à Francis Dicane. Mais le score reste de 2-1, trop juste pour accrocher les prolongations. Guignon perd chez lui et Valence se qualifie. C'est jamais très facile de sortir d'un match tel que l'on a réalisé à Paris, surtout 3 jours après. Enfin, on ne va pas chercher cette excuse-là. Ce soir, il y avait beaucoup de joueurs qui évoluaient face à Valence, qui n'étaient pas à Paris, et qui avaient beaucoup de fraîcheur pour pouvoir s'imposer et donner du dynamisme à notre jeu. On ne va pas chercher dans le dernier match une excuse. À 13 minutes de la fin, Trivino a même été expulsé pour Guignon, beaucoup trop pour que le lièvre rattrape la tortue.
Rennes a bien mal débuté l'année, défaite à domicile contre Le Havre en Coupe de la Ligue, match nul peu glorieux toujours à domicile en championnat contre Strasbourg. Bref, les Bretons hier soir pour la venue de Nancy en blanc espéraient bien se refaire une santé. Wiltord a eu la première occasion, on retrouve Wiltord à la suite de ce centre, il contrôle ce ballon. C'est bien fait, hélas pour lui, sa frappe est renvoyée par le montant de Vimbe, le gardien de Nancy. 35e minute. Centre rennais, dégagement de la défense nancéenne, reprise de Merdi qui ouvre le score pour le Stade Rennais. 1-0, c'est le score à la pause en faveur des hommes de Michel Lemilinaire. On passe à la 79e minute. Rambo dans ses œuvres, il est accroché par Lambert. Monsieur Leduc désigne le point de pénalty. Rennes mène toujours 1-0, plus pour longtemps car Rabé Sandratana remet les deux équipes à égalité, un partout. On se dirige tout droit vers les prolongations, mais attention au contre nancéen. Correa est parti dans le dos de la défense rennaise. Il se présente devant Pandurovic. Hélas pour lui, sa frappe est trop croisée. Ce n'est pas terminé. Nancy toujours à l'attaque. Bonora sur la gauche après un bon relais. Il va pouvoir centrer. Correa a fait l'appel et c'est lui qui offre à Nancy la qualification pour les 16e de finale. Victoire de Nancy 2-1. J'étais persuadé à la mi-temps, et c'est ça ce que je demandais, de croire jusqu'au bout. Et puis, je pense que nos remplaçants, ils ont amené quelque chose en plus, fraîcheur, et puis surtout réalisme. Voilà. Entre Niort et Guingamp, c'est une affaire de spécialistes. Spécialistes de la Coupe de la Ligue plus précisément, où les deux équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. Mais la Coupe de France ne leur déplaît pas non plus, même s'il faut attendre la seconde période pour voir les meilleures occasions. Cette chaude alerte est pour Angelo Hugues, mais c'est Guingamp qui, vous l'avez compris, joue en rouge et noir qui va ouvrir le score. Xavier Gravelaine hérite du ballon au point des 16 mètres, une situation qu'il affectionne, 2 feintes, 1 frappe, et le club de première division mène 1-0. C'est le deuxième but de Gravelaine pour ses nouvelles couleurs. Bonheur éphémère puisque 2 minutes plus tard seulement les Chamois niortais égalisent. Coup franc de fort, tête de Damien Bridonneau, 1 partout après 1 heure de jeu. Le match s'emballe et reste très équilibré. D'aller pour Corridon seul face à Debenay, mais c'est le gardien remplaçant de l'équipe de France Espoir qui prend le dessus. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Cette fois l'attaque est niortaise avec Primoz Glia. Mais lui aussi bute sur le dernier rempart adverse, en l'occurrence Angelo Hugues. À 2 minutes de la fin, la balle de match pour Guingamp, d'aller face à Debenay, puis la tête de Ré sur le poteau. Des regrets également pour Niort à la dernière minute lorsque Tibili tire au ras du montant, 1 partout, il faut jouer la prolongation. Seconde période de cette prolongation, Valkyr Mota va récupérer le ballon sur ce corner. Le franco-brésilien déborde et est fauché par Yannick Barré. Penalty sifflé par Monsieur Saul. Barré effondré mesure les conséquences de sa faute. Une faute par ailleurs indiscutable. Régis Brouard va s'élancer. Il trompe Angelo Hugues, 2-1. Niort est en route vers l'exploit. Mais les Bretons ont de la ressource. 4 minutes plus tard, un centre de Philippe Seldran. D'aller laisse passer, reprise de Réginald Ré qui égalise, 2 partout, superbe but qui doit beaucoup à Sébastien Dallet dont la feinte a fait la différence. À 2 partout, on en vient au tir au but, un exercice dans lequel les deux équipes se montrent particulièrement à droite. Deuxième série, le score est de 6-6 lorsque Karim Fradin marque de justesse. C'est au tour de Charlie Corridon de frapper, le Martiniquais tire à côté, c'est fini. Après Guignon en Coupe de la Ligue, Niort élimine un autre club de première division. Un peu de bonheur pour les Chamois qui ne sont que 17e au classement de D2. Albert Rust, l'entraîneur niortais, ne se plaint pas. L'objectif principal, c'est bien sûr le championnat, mais le fait de jouer des matchs comme ça permet aux gars de prendre conscience de leur qualité, ça permet à l'équipe de progresser et cela nous servira, c'est certain, justement pour faire de bonnes prestations également lors du championnat. Alors voilà, 3 surprises, on vient de les voir, et puis un exploit, un véritable exploit. Blénaud qui a sorti Bastia. Blénaud, c'est en Lorraine, c'est un club de National 3, il y avait donc 4 divisions d'écart. Les images de François-Xavier Bunel, et puis les commentaires de Christian Jean-Pierre. Blénaud, Bastia. Le stade des Fonderies, comme si vous y étiez. Il est 16h, le ciel est bas, 3500 Lorrains sont venus avec le secret espoir de voir Bastia terrassé par ce club de National 3. Sur le papier, il y a 4 divisions d'écart entre Bastia et Blénaud. Sur le papier seulement.
Blénaud à l'attaque avec un bon ballon pour Maufré qui inquiète Bruno Valanconi. C'est en fait le début d'une après-midi de chien pour le gardien corse. 26e minute, les Lorrains une nouvelle fois à l'attaque. Scassia, Bouchon, Maufré sorti de Bruno Valanconi et Scassia du gauche qui met le ballon au-dessus. Une demi-heure de jeu, la première attaque bastiaise. Blénaud parvient à dégager. Maroselli tranquillement derrière pour Bruno Valanconi. Attention, énorme gaffe de Valanconi dans les pieds de Bouchon. Tir de Bouchon et but. Vasinanar incroyable. Blénaud mène 1-0 devant 3500 supporters déchaînés. Bruno Valanconi, l'un des meilleurs gardiens de Division 1, vient de faire la première toile de l'année 96. A priori, il voulait jouer à gauche avec Souma. Coup de chapeau à Bouchon qui garde tout son sang-froid et qui donc permet à Blénaud de mener 1-0. Une nouvelle fois Bouchon dans un face-à-face avec Valanconi. Cette fois-ci, l'avant-centre de Blénaud met le ballon au-dessus. 1-0 à la pause. Regardez, avant la reprise, il y a du mou dans la corde à nœuds côté corse. Les Bastiais sentent qu'ils sont dans une sacrée galère. Et Blénaud qui repart à l'attaque. Avec qui, bien sûr? Avec Bouchon. En confiance à 20 mètres. Frappe de Bouchon et superbe envolée de Valanconi. 55e minute, Roll prend un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Les Bastiais vont finir le match à 10. Maufré face à Valanconi et bel arrêt du gardien corse. Il y a du chaos dans l'air. On retrouve Bouchon dans un énième face-à-face avec le gardien corse. Cette fois-ci, l'avant-centre de Blénaud se fait contrer. Bastia va se battre jusqu'au bout. Bruno Rodriguez sur le côté gauche. Attention, il a une bonne frappe. Rodriguez frappe du droit sur le poteau. Début gardé par Tis. Bastia dans les dernières secondes avec une nouvelle balle de but. Peut-être un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Tir de Rodriguez. Souma dans le brouillard. Toujours 1-0 pour Blénaud. Donc on joue maintenant les ultimes secondes de la rencontre. Rodriguez, bonne sortie de Tis. Enfin, la délivrance pour les Lorrains. Monsieur Kalt siffle la fin du match. C'est du délire dans le stade des Fonderies. Blénaud est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. On est parvenu non seulement à donner une bonne image, à enflammer le public. Et je pense que pour réussir le match, il fallait qu'il soit derrière nous. Et Dieu sait si c'est pas facile. Mais en plus, on arrive à battre Bastia et je dirais que j'aurais tendance à dire du plus logiquement du monde, quoi. Désormais, qu'importe l'adversaire, Blénaud n'a qu'un souhait, jouer à domicile en 16e de finale. Et puis avec un tel bouchon, ce bouchon qui est un vrai bouchon de champagne. Et puis, pas un petit bouchon. Non, ce n'est pas un petit bouchon. Et peut-être le plus petit qualifié sera le Cendrillon, ce sera peut-être Marieno, qui n'est pas le club de Louis. Marieno qui reçoit Forbach cet après-midi à 14h. Les autres résultats, Pascal? Eh bien, il n'y a pas eu de surprise dans les résultats que nous allons voir maintenant. Équipe de D2 entre elles. Pontivy quand même. Pontivy. National 2. Pontivy, oui, qui a battu Trélissac. Mais à part ce résultat, eh bien, victoire de Sochaux, victoire de Laval, victoire de Caen, victoire du Mans, victoire d'Angers, victoire de Toulon, d'Istres et donc de Pontivy qui a battu Trélissac, pourtant une division au-dessus. Le tirage de ces 32e aura lieu mercredi. Vous avez dit que Marieno jouait contre Forbach, je crois. C'est à Forbach le match, à 14 à Forbach contre Dijon. Très bien. Alors on reparle du carton bleu. Je vous disais au début de cette émission que c'était l'équipe qui avait fait preuve du plus bel esprit qui recevrait le carton bleu. Concrètement, quels sont les critères pour recevoir ce carton bleu? Réponse d'Hervé Matou. Il y avait le carton jaune qui avertit, le carton rouge qui exclut, le carton vert qui autorise. Voici venu le temps du carton bleu qui encourage. Mais ce nouveau carton n'encombrera pas les poches des arbitres. Il est attribué à la fin de la partie par un jury composé de 3 arbitres et du délégué du match. Pour avoir le carton, il faudra se tenir à carreau. 3 critères sont retenus. Tout d'abord, le comportement des joueurs. Le jury doit noter ce comportement de 0 à 15 points. Il s'agit d'encourager toutes les attitudes sportives qui témoignent d'un bon esprit. C'est la promotion du beau jeu et du beau geste. Le comportement du banc de touche est également jugé de 0 à 10 points, c'est selon. Le respect de l'arbitre et des adversaires commence sur le banc. L'encadrement technique doit montrer l'exemple.
Enfin, dernier critère, le comportement des dirigeants qui vaut de 0 à 5 points. Cela va du président avant, pendant et après le match aux entraîneurs en dehors du jeu. Avec tous ces critères, on obtient une note sur 30 auquel on retire 2 points par carton jaune concédé, 5 points par carton rouge. On fait le classement. Le club qui a la meilleure moyenne à chaque tour de Coupe de France a le privilège de recevoir au tour suivant. Le Mans et Laval ont déjà profité de l'aubaine. Alors à qui le tour? Ça sera mercredi, Hervé, le nom du club qui succédera à Le Mans et à Laval, le club qui sera donc carton bleu de ses 32e de finale, et comme le disait donc Hervé, ce club, quel que soit ce tirage au sort, mercredi aura l'avantage de recevoir, de jouer sur son terrain. Et on passe du carton bleu au carton rouge. Oui, Pascal. puisque Frédéric, David Ginola a été expulsé mercredi soir à l'occasion d'un quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Arsenal et Newcastle. Il a donné un coup de coude à Lee Dixon. Il a reçu un rouge, il sera suspendu pour 3 matchs, une dernière fois. Le geste, 3 matchs de suspension, c'est la première fois que David est suspendu. Et il faut dire qu'il y avait déjà un petit contentieux qui remontait à la Coupe d'Europe de l'année dernière, lorsque le PSG avait rencontré Arsenal. Voilà, cette émission de reprise se termine. Il y aura 3 matchs cette semaine. Mardi donc Nice-Nantes, rencontre en retard du championnat. Et puis mardi également un 8e de finale de la Coupe de la Ligue entre Metz et Lille. L'autre 8e de finale en retard entre Monaco et Auxerre aura lieu mercredi. Voilà messieurs, bonne semaine et je vous rappelle cet après-midi Valenciennes 18h si vous voulez voir une dernière fois les joueurs de l'USVA sur un terrain. Bonne semaine.